Salut à tous, aujourd'hui je me situe en Eure-et-Loir, ici sur la ferme d'Éric. Il fait aujourd'hui une journée d'accueil au grand public pour expliquer comment l'agriculture de la région résonne ses actions dans les champs, résonne l'apport d'engrais, comment les nitrates sont contrôlés dans les aires d'alimentation de captage des eaux souterraines qui deviennent eau potable pour la population. Donc aujourd'hui l'idée c'est d'avoir avec des ateliers ludiques et des jeux la compréhension du cycle de l'eau en surface mais aussi en profondeur, son infiltration, quelles sont les normes sanitaires à respecter, sont-elles respectées, comment les engrais sont apportés, à quel moment, comment ils sont raisonnés, quelles quantités sont apportées pour éviter qu'elles ruissellent, qu'elles s'infiltrent et qu'elles se retrouvent dans les nappes. Donc tout ça c'est de la pédagogie et Eric est tout juste à côté de moi. Bonjour Eric, il était avec monsieur le député Philippe Vigier tout à l'heure. Tu as expliqué ce que tu faisais sur ta ferme et puis quels étaient les enjeux de raisonner les pratiques et vers quoi vous travaillez pour avoir le minimum d'impact ou le plus raisonné envers les eaux qui sont nécessaires. Tout à fait. Et d'où c'est né un petit peu tout ça? Pour expliquer en fait sur Bonneval, mon exploitation est sur Bonneval, donc en Eure-et-Loir, et on est passé en fait en Grenelle en 2017, et de là en fait on a créé en fait un comité de professionnels agricoles de 10 agriculteurs. Donc on a réfléchi un peu ce qu'on pouvait apporter parce que l'agence de l'eau nous demande des comptes. Des autorités, tout ça. Et donc on a travaillé en fait sur qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place. Et ceci dit, on a travaillé, notre principal objectif c'était les couverts. Donc pour essayer de capter le maximum de nitrates. Et je te coupe, excuse-moi Eric. Un couvert, qu'est-ce que c'est ? Un couvert, donc c'est une culture qui est mise en place juste derrière la culture en fait, pour éviter que le sol soit nu. Donc, tu as travaillé ça. Donc oui, les différents types de couverts. Donc on voulait savoir quel couvert apporter après quelle culture, avant quel précédent, etc. Voir ce qui pouvait se faire, ce qui ne pouvait pas se faire. Et puis aussi pour le grand public aussi, parce que il y a les jardins, et les jardins c'est aussi une source de pollution. Donc on utilise ça aussi, parce que par exemple la facélie qui peut être super bien utilisée dans les jardins, qui est très peu utilisée, on le met aussi en pratique. Donc ici il y a des schémas explicatifs pour montrer les zones agricoles, les zones de ruissellement, les zones de captage des eaux, les zones de population où sont consommées l'eau potable. Donc voilà, avec différents process, si par endroit les eaux, et ça arrive, sont sur certains seuils de nitrate, elles sont traitées pour être vraiment consommables. Mais vous ne verrez jamais de la monoculture de colza. C'est-à-dire que sur une parcelle, quand il y a une colza l'année N, il n'y aura certainement pas du colza l'année N+1. C'est techniquement impossible, parce qu'il y aurait des problèmes de maladies, d'insectes, etc. Donc c'est juste pas possible. Donc les agriculteurs font de la rotation de culture, c'est-à-dire que les cultures vont se succéder sur la même parcelle d'une année sur l'autre. Si je prends l'exemple des mauvaises herbes, il y a différentes possibilités. Un agriculteur peut faire du travail du sol entre deux cultures, c'est-à-dire qu'il va faire lever et détruire les mauvaises herbes avant de semer une culture pour que cette mauvaise herbe ne lève pas dans la culture qui suit. D'accord ? Ou alors, faire pousser un couvert pendant cette période d'interculture pour étouffer les mauvaises herbes. Ok ? Donc ça, ce sont des leviers préventifs qui vont limiter l'apparition de pression des bioagresseurs. Et quand on a fait tout ça, c'est rare que tout se passe bien en agricole, on vit avec la nature. Hein. Donc parfois les problèmes apparaissent quand même, en pression plus faible certes, mais ils sont encore présents. Et c'est là on passe sur des leviers qui sont dits curatifs, dont font partie les produits phytosanitaires. Donc les herbicides contre les mauvaises herbes, les insecticides contre les ravageurs, et puis les fongicides contre les maladies. Donc là normalement je fais la transition avec le stand juste avant, que je vous ai fait juste avant. C'est-à-dire que quand on est agriculteur et que j'ai des mauvaises herbes dans mon champ, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais du désherbage mécanique ou est-ce que je fais un herbicide? Vous avez vu qu'en fonction de la solution, ce sera plus ou moins facile, plus ou moins efficace. Pour combler les besoins de ma plante, donc déjà je vais m'appuyer sur les fournitures du sol. Donc si j'en mets une trop grosse quantité en voulant être trop gourmand, je déséquilibre cette balance et tout l'azote qui n'est pas consommé par les plantes, il en reste une partie et à partir de là, soit c'est consommé par le sol, soit ça peut s'infiltrer dans les profondeurs du sol
et rejoindre les nappes phréatiques, ce qui crée des pollutions. Mais si je veux équilibrer cette balance, il va falloir que j'apporte la bonne quantité d'engrais, ce qu'on appelle la dose optimale. Les leviers qui sont mis en place, vous les retrouverez donc juste derrière dans la vitrine, ce qu'on appelle les couverts, qui sont en fait des pièges à azote, des pompes à azote. Ils vont pouvoir, à des périodes cruciales, pomper l'azote qui n'est pas utilisé par une plante. C'est-à-dire comme par exemple à la récolte, là où il y a une forte production d'azote et qu'on ne peut pas capter. Donc voilà tout l'enjeu du travail qui est fait sur la minéralisation, sur la fertilisation. Plan d'action mis en place, il y a une mesure physique réalisée à la parcelle 3 fois par an. Et ça, c'est primordial. À la récolte, on fait des prélèvements de terre et on mesure, on envoie ces échantillons au laboratoire, on mesure la quantité d'azote minéral présent à la récolte. Ensuite, à l'entrée de l'hiver, on fait exactement la même opération, on mesure la quantité d'azote. Entre les deux, c'est ce que Paul a très bien expliqué, c'est la minéralisation du sol. Voilà. Et ça dépend des conditions de température, d'humidité, d'aération du sol pour que les micro-organismes puissent minéraliser. C'est un critère important, ce reliquat en entrée d'hiver, parce qu'une fois qu'il est constitué, c'est lui qui potentiellement peut être entraîné vers les nappes phréatiques via la lame drainante. Donc c'est bien en amont de la constitution de ce reliquat en entrée d'hiver qu'il faut qu'on agisse. Et on va agir avec les plantes qu'on voit derrière, ces intercultures qui vont capter cet azote minéral, retransformer en azote organique. Le nitrate ne va pas filer vers la nappe phréatique. On essaie de trouver le bon compromis technico-économique et respecter les normes qu'on nous impose. Voilà, donc c'est par rapport à toutes les actions qu'on fait de suivi de parcelles, de couverts, de tout un tas d'actions, des reliquats. Donc en fait là j'ai essayé de mettre en place une vitrine de couverts, sachant que le couvert en lui-même, il faut qu'il soit associé. Enfin, on a vu ça en fait. Là j'ai mis plusieurs espèces en fait en place. Donc il y a l'avoine brésilienne, il y a la févrole, il y a la moutarde d'Abyssinie, je précise bien, la facélie, le radis chinois, le petit pois, le tournesol et puis le trèfle. Alors ça c'est les principales espèces que j'ai mis en place parce que chaque espèce est différente. Il y en a une que c'est pour utiliser pour la structure, il y en a une c'est par exemple les légumineuses, on sait qu'elles captent l'azote de l'air, donc c'est toujours ça qui est capté et puis pas apporté. Pas apporté. Donc là c'est vrai qu'il a fait se succéder la succession. L'ensemble des espèces, je vois le tournesol, je vois le petit pois, de manière pure et puis isolée. Puis là, tu es dans un mélange. Voilà, là on est dans un mélange en fait, donc c'est tout simple. Au départ, je croyais qu'on ne pouvait pas mélanger parce que le tournesol c'est quand même une grosse graine, le radis c'est une petite graine, ou la facélie encore, mais on arrive vraiment à mélanger tout. Et en fait, le multi-espèce, là, vous avez le radis en fait qui améliore la structure, vous avez donc derrière la moutarde qui va faire du volume au niveau matière organique, le tournesol qui fait aussi du volume, qui va jouer aussi au niveau des insectes. Vous avez la facélie en fait qui va couvrir le sol et qui va faire un peu allopathie. Donc vous avez des petits pois, donc un peu des légumineuses en fait pour capter l'azote de l'air. C'est vrai que là nous sommes début septembre et puis pour pouvoir montrer et puis concrètement ce que sont ces couverts dans un endroit ici localisé près de ces bâtiments, Eric, en pleine moisson, a semé une grande variété, une grande vitrine de tous ces couverts qu'il vient de vous énoncer, ici même devant nous. Ainsi qu'en grand champ en fait. En grand champ un peu plus loin. Répétition pour pouvoir après faire des études de biomasse et des études de sol en fait pour savoir combien d'azote on peut retenir ou éviter d'apporter plus tard. Donc là, un profil pour nous montrer un peu la puissance des racines, c'est ça? Voilà. Donc un sous-sol calcaire juste en dessous, ok, tu as 30 cm de terre végétale. 30-40 cm de végétal, un sol calcaire en dessous. Donc on voit que en fait toutes les racines sont... Ah ouais, elles occupent tout l'espace. Ça c'est vraiment les racines de ton couvert, pas de la récolte précédente. On voit qu'elles sont vivantes, c'est clair. Et ça, Eric est très conscient de construire cette matière organique à la fois. C'est celle qui est visible, elle est en surface, elle est importante. Et celle-ci, elle est tout aussi importante. C'est l'apport aux autres
porosité du sol, puis ça crée la matière organique, globale, quoi. Comme ça, j'en ai plus de 30 hectares comme ça. D'accord. Super. Et vous voyez, ça papillonne. Là, ils sont sur quelques pieds de moutarde. Radis. Ça, c'est du radis qui est blanc, ok. Ce qui fleurit blanc, c'est radis. Et ça va bientôt fleurir. Qu'est-ce qui est en boule? Ça sera du... C'est du lin qui fleurit bleu. Qui fleurira bleu. Parce que faut dire que c'est un précédent bleu. C'est un précédent. Ah oui, c'est les repousses peut-être. Ouais, c'est les repousses. Donc ils font un super. Bon voilà, le sol d'Eric n'est jamais à nu, jamais découvert. Il y met toujours une plante qui fera soit des graines, soit de la production, ou soit de la création de matière organique et le captage des minéraux. Voilà. Préserver les ressources. Ces plantes ne sont pas récoltées, elles sont là pour préserver la richesse déjà présente et que l'on aura apportée sous forme d'azote minéral. Et tout l'enjeu ici, voilà, est sur cette aire de captage d'eau potable, c'est de la préservation de l'eau et la préservation des richesses. Donc tu voudrais dire autre chose, Eric, je te coupe. Non, donc c'est, je vais dire, c'est une première, pour revenir dessus, c'est une première. Cet événement, ouais. On a la recherche de nouvelles nouveautés, et toutes les idées sont bonnes. C'est vrai que à un moment donné, c'était les phytos, tout ça, tous les essais, on ne voyait que des essais phytos et tout. Aujourd'hui, on voit autre chose, on voit une autre nature aussi. Et puis j'espère qu'elle nous aidera dans notre avenir d'agriculteurs. Et vous travaillez un petit peu en collaboration à plusieurs, mais aussi pour le bien de tous, quoi. Donc chapeau, c'est top. C'est ça d'être agriculteur. Ouais, toujours à la recherche de bonnes solutions, économes, mais aussi il ne faut pas l'oublier, qui doivent rester productives et à grande fonction nourricière, évidemment. Voilà, on est là pour produire à manger. Merci Eric, bravo. Merci. Donc ici, la Chambre d'agriculture a créé un jeu où, pour dès le plus jeune âge, on comprenne les mécanismes de l'eau en surface, la différence entre un lac et un étang par exemple, quelle est la proportion d'eau salée sur Terre, 97%. Voilà, tout ce qui tourne autour de les cycles de l'eau, une richesse qui nous semble accessible mais importante à préserver. Qu'est-ce qu'une nappe phréatique? Ce terme d'hydrologie désigne une réserve d'eau souterraine peu profonde et alimentant sources et puits, nommée également nappe aquifère ou nappe libre. Donc après, je ne vais pas vous expliquer le jeu, mais il y a un petit jeu où on progresse si on répond aux bonnes réponses. Quel est le poids d'un nuage? Alors la densité d'un nuage, c'est 0,5 g par mètre cube. Un mètre cube, c'est 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Donc un nuage de 100 km3 peut peser jusqu'à 500 millions de kilos. C'est quoi l'infiltration? L'infiltration, il s'agit du phénomène de pénétration de l'eau dans le sol. Durant ce processus, l'eau interagit avec le sol et peut y entraîner des molécules présentes. Donc ici, on est tout à fait dans le sujet. Les molécules qu'on va appliquer à la surface du sol peuvent s'infiltrer dans le sol. Quand l'eau rencontre une couche imperméable, elle reste stockée à cet endroit. L'eau qui s'infiltre permet de recharger les nappes phréatiques ou d'alimenter les rivières. Bien, je vous parle des activités agricoles, mais il faut être conscient que les autres activités humaines ont aussi un impact sur la qualité des eaux. Nos activités domestiques, mais aussi industrielles, ont des impacts. On retrouve des molécules de ces activités dans les eaux souterraines, mais aussi de surface dans les rivières et les fleuves. Je vais avoir dans cette vidéo survolé le sujet de la qualité de l'eau, de la reconquête de sa qualité, de la préservation de sa qualité, pour avoir des eaux brutes le plus potables possible et qui nécessitent le moins possible de retraitement. Il faut savoir qu'une eau qui va être détectée avec des seuils au-delà de certaines limites de potabilité peuvent être retraitées, les nitrates peuvent être éliminés, ainsi que les pesticides peuvent être éliminés. Cependant, ça a un coût pour la collectivité. Donc je crois qu'il faut être conscient de la problématique, mais aussi acteur. Il y a aussi des aspects de toxicité. Certaines molécules sont plus ou moins toxiques, elles ne se comportent pas toutes pareilles. Là aussi, leur durée de vie dans les sols, dans le milieu est différente. Ce que l'on appelle la demi-vie des produits est d'une molécule à une autre complètement différente. Leur capacité à se bio-désintégrer est différente. Par exemple, on mesure la présence de glyphosate dans un milieu par
sa molécule de dégradation, le glyphosate dégradé. Et c'est une molécule qui est proche de la molécule dégradée de certains détergents qu'on utilise dans nos vies de tous les jours. Alors, il faut savoir que tous les produits sont étudiés et il y a des seuils de nuisance, j'ai envie de vous dire. Il y a des seuils en dessous duquel les agences sanitaires en France se prononcent pour dire qu'il n'y a pas un risque pour la population. Alors s'il y a des seuils trop élevés, la population va être protégée par des mesures palliatives comme le retraitement des eaux, comme je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi il peut y avoir des fermetures de zones de captage. Vous allez sans doute me le proposer en zone commentaire. Pour régler ce problème de pollution du milieu, on n'a qu'à arrêter l'usage des pesticides ainsi que des engrais. Mais est-ce qu'on doit se passer des engrais organiques comme le fumier, les lisiers, qui sont des fertilisants non issus de l'industrie pétrochimique, mais qui ont aussi un impact sur les nitrates, sur l'environnement? Est-ce qu'on doit se passer des pesticides, des fongicides qui luttent contre les maladies? Est-ce qu'on doit s'exonérer d'utiliser le glyphosate, cette solution de désherbage chimique qui permet de ne pas désherber mécaniquement avec un outil de travail du sol et avec l'utilisation d'énergie fossile? Je crois que chaque solution doit être étudiée au cas par cas, leur impact, leurs bénéfices, risques sur l'environnement, mais aussi sur la capacité productive de nos surfaces agricoles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie la Chambre d'agriculture de l'Eure-et-Loir pour avoir organisé et soutenu cet événement, mais aussi à l'ensemble de la dizaine d'agriculteurs qui fait partie de ce projet d'ouverture au grand public et de compréhension, d'explication auprès de celui-ci. Parmi ces agriculteurs, il y a Grégor qui m'avait parlé de cet événement-là et je lui avais demandé s'il était possible pour moi de venir leur rendre visite, même si la zone ne me concerne pas directement, car cette zone de captage, cette eau, je ne la bois pas ici dans ma commune en Indre-et-Loire. Voilà, je vous dis à très vite, à mardi 7h30.